Quelles conséquences sur l'économie de la République démocratique du Congo de cette guerre russo-ukrainienne? Jean-Marie Kassamba est notre invité tel que nous vous l'avons annoncé au début, dès l'entame de cette émission. Bienvenue, monsieur Jean-Marie Kassamba. Merci. Voilà, cette guerre a pris des proportions inquiétantes, surtout sur le plan économique. On commence déjà à constater une hausse vertigineuse, certainement, du baril de pétrole. Et même les blés deviennent de plus en plus rares. Oui, c'est une guerre des puissances, une guerre de positionnement entre les blocs de l'Est et les blocs de l'Ouest. Il faut se rappeler que le coronavirus, c'était une arme, d'abord contre la Chine, et que la Chine a renvoyé en Occident, et ça fait comme traîner des poudres à travers le monde. Et dès qu'on a trouvé une solution palliative, on va dire transitoire, contre le corona, la Russie, qui était dans la ligne de mire de l'Occident depuis la fin du communisme, enfin la fin de l'URSS, a anticipé pour désamorcer la crise et la menace qui était à ses portes. Mais, parce que vous parlez des conséquences, cette guerre entre la Russie et l'Occident a des conséquences à la fois sur le plan géostratégique, mais surtout sur le plan économique. La Russie va sortir requinquée. Pourquoi? Parce qu'il y a une dépendance de l'Occident vis-à-vis de la Russie qui ne peut pas être comblée à court ou moyen terme, en termes d'énergie. À titre d'exemple, l'Allemagne dépend à 60% de la Russie, l'Italie à 40%, la France à presque 40%. Tous les pays européens, naturellement, ont leur gaz, leur pétrole, leurs agriculteurs ont les céréales pour nourrir le bétail, pour même tous les entrants qui constituent un peu les matières premières. Et donc, au-delà des discours que vous voyez, les volets économiques ne sont pas beaucoup détaillés parce que c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus stratégique. Sous les plans géostratégie, quelle est la position que doit prendre la RDC? Parce qu'il y a l'Ukraine, il y a les Occidentaux derrière, il y a aussi la Russie. Et jusque-là, la RDC, on ne sait pas. Alors, moi je pense que les pays d'Afrique doivent développer une stratégie de survie. L'arrivée de la Chine dans les début années 2000, a permis à l'Afrique de ne pas dépendre, on va dire, à 80% de l'Occident. Vous savez, quand il y avait des blocs, il y avait les blocs de l'Est avec les communistes et le bloc de l'Ouest avec naturellement les capitalismes, les États-Unis, l'Union européenne, etc. Tout ceci est terminé depuis longtemps parce que l'Occident n'avait plus les moyens financiers de supporter le développement, notamment des pays du tiers-monde. La Chine s'est appuyée sur le développement, ou plutôt l'industrie occidentale, pour se faire maintenant ce qu'on appelle les zones du monde. Et la Chine a cumulé suffisamment de liquidités. La Russie s'est préparée pendant presque 20 ans, plus de 20 ans d'ailleurs, depuis la fin de l'URSS, pour accumuler beaucoup de moyens financiers, développer son arsenal militaire. Avec Satan 2. Oui, Satan 2, c'est l'une des armes. Il y en a beaucoup plus. La Russie est surarmée. C'est un pays, en tout cas en termes d'armement, c'est une grande puissance. Donc on ne blague pas avec la Russie. Il ne faut pas écouter parfois les discours lénifiants pour dire que Poutine y va. Non, la Russie, c'est une grande puissance militaire. L'Inde a beaucoup développé également à la fois les finances, mais aussi l'armement. Il y a l'Iran, il y a la Turquie. Et donc, il y a ce basculement maintenant que l'Occident est en train de diminuer. Et dans cette guerre, on avait amassé aux portes de la Russie beaucoup des laboratoires d'armes biologiques, bactériologiques, on parlait même de camps d'entraînement, des missiles, comme on a prépositionné ces missiles du côté de la Pologne et toutes ces petites républiques qui faisaient partie de la Russie autrefois. Et donc, Poutine a anticipé quant à ce. Quelle position nous devons prendre? Nous devons regarder nos propres intérêts. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut faire comme a fait Congo-Brazzaville, s'abstenir
ni à gauche, comme disait le maréchal Mobutu, ni à gauche, ni à droite, et regarder les intérêts du pays. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les importations, nous dépendons à 80% des importations qui viennent de l'extérieur. Quel est ce pays occidental qui va financer nos importations? La Chine n'a jamais condamné ce qu'on appelle l'invasion ou cette guerre. L'Inde n'a pas condamné. L'Arabie Saoudite n'a pas condamné. La Turquie n'a pas condamné. Je peux vous citer autant de pays qui constituent pour nous des partenaires, on va dire, stratégiques. La Russie est de retour en Afrique. Est-ce qu'il faut craindre la présence russe comme ce qui s'est passé au Mali, en Centrafrique? C'est maintenant la Russie qui a une même mise là. Et pour la RDC, par rapport à ces chamboulements géostratégiques? Non, la Russie équilibre en quelque sorte les forces. La Russie n'a pas une histoire de colonisation. La Russie n'a jamais colonisé un pays d'Afrique. La Russie, c'était d'abord l'URSS avec toutes ces républiques, un peu, je dirais, qui avoisinent cette partie. La Russie a équilibré des choses d'abord en Afghanistan, ensuite en Iran, en Syrie, en Libye, au Mali, en République centrafricaine, au Burkina Faso. Et ça ne pourra pas aussi se répéter ici chez nous, à l'allure où vont les choses. Mais je pense que la nature a souvent ses réalités. Les difficultés que nous avons, c'est de nous aligner sur des puissances qui n'ont plus de liquidités pour soutenir, notamment notre développement. Vous savez, quand il y avait l'option qui était levée sur la Chine, on avait déjà 9 milliards de dollars pour soutenir notre économie et les infrastructures. C'est les 5 chantiers, c'est la révolution de la modernité. Les Fonds monétaires, la Banque mondiale a combattu cette option levée par Joseph Kabila. Et le mal de Kabila, justement, c'était justement d'avoir osé lever cette option-là. Aujourd'hui, on a voulu changer de paradigme. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'aligne sur les États-Unis, sur l'Union européenne. Mais depuis que le président Tshisekedi est là, on ne voit pas concrètement les appuis budgétaires conséquents. Les gens qui lui font aujourd'hui, on va dire, le reproche qu'il ne réalise pas ce qu'il avait promis, doivent comprendre que le président Tshisekedi ne peut pas faire des miracles lorsqu'il n'a pas les moyens de sa politique. Quand on vous dit qu'on nous a ouvert des lignes de crédit, c'est moins de milliards de dollars, c'est quelques 200 millions étalés. Or, les urgences de la RDC, c'est la gratuité de l'enseignement, beaucoup d'argent. C'est les infrastructures, beaucoup d'argent. C'est la guerre, parce que vous savez que la guerre à l'Est, c'est l'argent à fond perdu. On jette l'argent dans les munitions, on jette l'argent dans l'entretien de nos troupes. C'est pas de l'investissement, c'est tout simplement, on est en train de gérer des situations de crise. Et donc, là où Tshisekedi a de circonstances atténuantes, c'est que ceux qui lui ont promis, notamment les États-Unis, notamment l'Union européenne, et même parfois l'Union africaine, la Banque africaine de développement, ils lui ont promis de l'argent, comme on avait promis à Mzé. Quand Mzé est arrivé, il y avait une réunion à Bruxelles, les amis du Congo, il n'y a jamais eu de l'argent. C'est pour ça que Mzé s'est énervé. Il a dit, voilà, on doit compter sur nos propres forces. Eh bien, le président Tshisekedi est dans cet état des choses. Quand on s'aligne, on prend position notamment contre la Russie. Parfois, on s'aligne sur les positions qui sont, on va dire, édictées au niveau des Nations Unies, etc. Il faut qu'on regarde les réalités dans notre pays. Est-ce que vous savez que cette option de s'aligner sur les institutions de Bretton Woods réendette aujourd'hui notre pays? Effectivement, la RDC vraiment Joseph Kabila avait effacé la dette, le poids de la dette. On était à 13 milliards de dollars. Avec l'initiative PPTE, il a enlevé ce fardeau qui pesait depuis Mobutu sur l'économie congolaise. Aujourd'hui, au niveau des finances publiques, on est en train de réendetter. Et selon les experts, Mobutu aurait laissé ou a laissé 14 milliards. Alors, dans 3 ans, le président Félix Tshisekedi et ainsi que tout le gouvernement, c'est 8 milliards. Oui. Dans 3 ans. Pourquoi 8 milliards? Parce que lorsque vous arrivez, vous avez ce qu'on appelle le matelas. 1 milliard et quelques que Joseph Kabila avait laissé. On a consommé ce matelas. Ensuite, on n'a pas produit de l'argent.
on s'est tourné vite vers les institutions de Bretton Woods pour s'aligner sur un programme. Eux, ils sont venus, ils n'ont pas amené du cash. Ils ont dit, voilà, quels sont vos critères de performance pour qu'on puisse établir, allez, un nouveau programme avec vous. Voici ce que vous devez faire, voilà, vous devez vos contrats miniers, ce que vous avez comme patrimoine, etc. Et puis on nous a dit, c'est ça le ministre Kazadi, il est tout le temps à l'étranger, c'est pour aller voir les possibilités qu'il y a. Tshisekedi a commencé à aller voir le nouveau partenaire. Mais tous les nouveaux partenaires qu'il a rencontrés, on a signé que les MOU, c'est-à-dire les accords de principe, qui ne signifient pas l'argent frais. Ce qui signifie que toutes les charges de l'État, ça ne vous étonne pas, Congo Airways est en difficulté. En difficulté, on oui. ne peut pas payer. Est-ce l'avion? Aujourd'hui, à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de provinces qui sont déconnectées de la capitale parce que les Congo Airways n'a plus d'avion pour couvrir. A voulu recourir à des joint ventures, des partenaires avec Ethiopian, avec Kenya Airways, etc. Mais comme il n'y a pas suffisamment de liquidités pour gérer ces partenariats. Et tous ces autres avions, Jean-Marie Kassamba, vous avez vu, vous aviez fait aussi, vous avez parlé des avions des Congo Airways, et ces avions sont partis où? Mais les avions, Pavita. Mais les avions, ça s'entretient. Un avion, il faut de l'entretien qui doit se faire, ça doit se remplacer, l'équipage doit être bien payé, les destinations doivent être bien entretenues, etc. Les 4 avions que Matata avait achetés avaient une durée de vie. Tout ceci n'a pas connu un renouvellement. À un moment donné, on a même évoqué qu'on allait créer Air Congo. Aujourd'hui, c'est dans les pipes, donc c'est toujours pas réalisé. En réalité, ce n'est pas de la faute du président Tshisekedi, c'est notre économie qui est, on va dire, pauvre en termes de production. Quand on vous dit on a mobilisé suffisamment de l'argent, ce sont les effets d'annonce. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'endettement. La dette intérieure, les trains de vie de l'État, et puis on fonctionne beaucoup sur base caisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup d'urgences, et ces urgences ponctionnent les disponibilités que nous avons. Et donc, ça sous-entend que sur le plan économique, comme on dit, qui paye ses dettes s'enrichit. Nous, on a suffisamment de dettes, le peu d'argent qu'il y a, on n'arrive pas naturellement à faire face. Et donc, pour revenir à la crise, beaucoup de pays aujourd'hui, face à cette crise, ont pris des précautions. Il y a des cellules de crise, moi je viens de l'Angola et notamment de Congo-Brazzaville, il y a là-bas des cellules de crise pour trouver des solutions palliatives. Si on n'a pas la possibilité, les Nord-Pakistanais ou ceux qui sont aujourd'hui les importateurs chez nous, qui approvisionnent le pays, ne peuvent pas importer de la Russie ou de l'Ukraine, il faut trouver 2 pays tiers. Et ça va demander beaucoup d'argent, ça va demander beaucoup d'argent. Bien évidemment, parce que c'est une question de délai. Les bateaux qui doivent venir, ça va prendre du temps. Et puis, les destinations vont être beaucoup plus longues. Si vous faites venir des choses de l'Inde, d'Indonésie par exemple, c'est encore plus loin. Voilà. Et les fournisseurs ne sont pas les mêmes, les prix ne sont pas les mêmes. Depuis la crise du corona, les choses ont également augmenté en prix. Ce qui veut dire que si on ne prend pas de précautions sur le plan économique chez nous, on risque d'avoir la crise de l'énergie, en plus la crise des matières, qui nous permettent la vie de tous les jours. Le riz, la farine, les intrants, parce que nous sommes un pays qui vit essentiellement sur les importations. Voilà, la présence russe en Afrique, on voit le groupe Wagner au niveau de Mali qui a essayé un peu de stabiliser la situation sécuritaire. Avec la résurgence du M23, est-ce qu'on peut aujourd'hui recourir aussi à la Russie pour mettre fin un peu à cette histoire qui a trop perduré? Alors je vais être un peu cynique pour vous dire que la plupart des crises que vous voyez à travers le monde, c'est souvent entretenu. On a dit à l'époque qu'Al-Qaïda a été créé. On sait que Oussama Ben Laden était aussi entretenu. Ce qui se passe à l'Est, c'est simple. L'économie des guerres créée pour exploiter nos matières premières, c'est une des stratégies adoptées là-bas. Pourquoi? Parce que ces groupes armés, en général, font quoi comme travail? Ils sécurisent les zones de non-droit dans lesquelles il y a des exploitants non contrôlés
et qui prennent ces matières premières pour approvisionner les usines. C'est pour ça que le pays de la sous-région, ils ont installé des usines de transformation, ce qui sort chez nous, allez, sous couvert de ces groupes armés, sont transformés là-bas, expédiés dans les multinationales à travers le monde. Vous n'avez jamais entendu tollé général sur ce qui se passe à l'Est pour condamner les multinationales, condamner le pays qui laisse faire ce qui se passe à l'Est. Poutine a dit ceci, lui n'a pas la culture de déstabilisation de pays. Est-ce que c'est normal que depuis que la Russie s'est invitée au Mali, l'armée malienne est en train de reconquérir c'est des victoires en victoire. Hein. On ne parle plus du terrorisme au niveau du Mali. Est-ce que c'est normal que depuis que Wagner est en République centrafricaine, il n'y a plus d'insécurité? Oui, il n'y a pas de coups d'État à répétition qu'on a vu là. Depuis Bozizé, etc. Est-ce que c'est normal que en Libye, il y a suffisamment de forces étrangères et qu'on n'arrive pas à organiser des élections, on n'arrive pas à trouver celui qui va remplacer Kadhafi pour gérer ce pays. Mais en même temps, le pétrole libyen, qui est de très bonne qualité, traverse la Méditerranée tous les jours. Ça, on ne le dit pas. En Irak, c'est la même chose. Et donc, on ne dit pas que la Russie doit venir chez nous, comme c'est le cas un peu partout, parce qu'on doit aussi avoir des partenariats stratégiques, comme on a avec les États-Unis. Mais il faut qu'on ait des discours de vérité avec nos partenaires. Vous avez vu comment on a abandonné les Afghans. Parce que quand ça chauffe, on évacue les étrangers. Et puis, on commence à vilipender ce qui arrive. Aujourd'hui, les talibans ont récupéré le pouvoir là-bas en Afghanistan. Mais il y a des discussions avec ces talibans pour coopérer. D'ailleurs, pour que les talibans arrivent, il y a eu des négociations avec les Américains. D'ailleurs, sans les Européens, pour que les réévacuations se fassent dans de bonnes conditions. Donc, il faut qu'on puisse prendre chez nous des mesures, on va dire, anticipatives pour éviter la misère et la difficulté à nos populations. Aujourd'hui, on est en train de jeter l'anathème, comment dire, beaucoup de flèches sur le président Tshisekedi. Mais sur le plan géostratégique, à son corps défendant, il n'a pas de gens qui l'aident pour faire ce type d'analyse et de prendre des décisions assez rapidement. Les conseillers diplomatiques, les conseillers stratégiques, tous ces gens qui sont autour de lui ne lui expliquent pas que si la République démocratique du Congo ne s'affirme pas comme puissance dans la sous-région, on va continuer de crise en crise et ceux qui seront les premières victimes, c'est la population. Comme au Kasaï d'ailleurs. Regardez aujourd'hui, malgré que Félix Tshisekedi est du Kasaï. Il y a l'exode rural, c'est-à-dire que lorsque vous allez au Katanga, il y a beaucoup de Kasaï qui sortent du Kasaï. Pourquoi ils quittent les Kasaï? C'est parce que jusqu'à maintenant, tous les projets qu'on avait initiés au Kasaï n'ont pas connu, on va dire, un développement escompté. Rappelez-vous ce qu'a dit José Panda, ministre notamment de la Recherche. Il dit nous sommes tous des voleurs. Oui, parce que les gens qu'on a dépêchés, Tshisekedi lui-même, de bonne foi, il a dépêché au Kasaï pour faire ne serait-ce que le port d'Endomba, quelques Alou-Bilangi, la voirie, etc. Chute Katende, tout ceci n'a pas connu un succès formel. Et conclusion, les fils du Kasaï continuent à fuir les Kasaï. Alors que vous avez un leadership du Kasaï, vous avez les leaders du Kasaï qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et donc, par rapport à cette crise, il faut qu'on prenne les mesures assez rapidement pour endiguer ce qui se passe, parce que à la crise économique actuelle, ça va s'ajouter la crise, on va dire, de la population qui n'est pas sûre des lendemains. Et vous savez bien, lorsque le pain n'est pas là, tout est possible. Merci, merci beaucoup à vous, Jean-Marie Kassamba. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. La grande édition des Grâces Salambo, il sera à 20 h dans l'Est de la RDC. Portez-vous très bien.